Traduction sans filet numéro 146. Nous sommes jeudi 13 septembre et je reviens de l'université, il est 11 h du matin. J'avais des rendez-vous avec les étudiants d'échange, je rentre, je me fais un café, je lance mon ordinateur qui replante en faisant une réparation automatique ou je sais pas quoi. Donc je me dis, plutôt que de râler en fixant un écran vide et en perdant bêtement du temps de travail, eh bien, je me suis dit, eh bien, essayons de nous en tenir à de bonnes résolutions et de revenir un petit peu au modèle ou au format de 3 traductions relativement courtes, moins de 10 minutes, par semaine. Et donc on va essayer un extrait d'un roman paru cette année aux éditions du Sonneur, une immense sensation de calme, de Laurine Roux. Voilà ce qu'on trouve à la page 103. Grisha reste silencieuse, son deuil n'a jamais pris fin. Depuis ce jour, elle n'a plus quitté le foulard. Malgré la crasse et le temps, il garde la couleur irréductible de l'amour jusqu'au sang. Elle tire une bouffée de sa pipe, reprend son récit. Les phrases remontent dans sa gorge en chapelets de grosses bulles. Longtemps après le massacre, Grisha était restée muette. Elle avait continué à soigner les enfants de l'orphelinat, mais toute trace de joie avait disparu de son visage, devenu aussi immobile qu'une statue. Les petits avaient beau la caresser, monter dans ses bras, lui chanter des berceuses. Son regard conservait la même fixité, plongé dans cette enclave du temps où l'horreur avait glacé ses traits. Son esprit aussi était resté en terre morte. Dans le village, on la regardait comme une paria. À la maison, on la traitait comme on traite les chiens. Et donc j'ai lu un extrait un peu plus long que celui que je vais traduire, histoire qu'on ait une petite idée quand même de l'écriture. Je ne raconte pas du tout l'histoire, je traduis ce passage. En fait, j'ai lu ce livre avant l'été, je m'en souviens pas très bien, déjà, mon Dieu. Et voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je pars du début. Grisha reste silencieuse. Grisha remains silent. Son deuil n'a jamais pris fin. Her mourning has never stopped. Depuis ce jour, elle n'a plus quitté le foulard. Since that day, she has kept her foulard ici. C'est pas neckerchief, ça sera quoi ici? Il y a cette idée, je pense, d'un foulard de deuil, d'un fichu. Headkerchief peut-être. She has kept her head cover. Malgré la crasse et le temps, in spite of the dirt and the time that has gone by, il garde la couleur irréductible de l'amour jusqu'au sang. It keeps the tint, peut-être la couleur irréductible. La couleur irréductible de l'amour jusqu'au sang. C'est l'amour qui est jusqu'au sang. Alors peut-être blood deep love, quelque chose comme ça, un composé adjectival pour l'amour jusqu'au sang, blood deep love. Mais c'est la couleur irréductible, je ne me vois pas le calquer en irreducible tint ou irreducible color, ça paraît un peu bizarre. Peut-être plutôt la notion ici, unerasable peut-être, unwashable peut-être, unwashable. C'est un peu loin quand même d'irréductible, je ne sais pas trop. Bon, c'est de l'impro comme toujours. It keeps the unwashable color of blood deep love. Elle tire une bouffée de sa pipe, she puffs on her pipe, je ne sais pas trop, she draws, comment on dit, she draws on her pipe, je ne sais pas comment on dit, elle tire une bouffée, j'avoue, je ne suis pas assez fumeur pour avoir une idée là, j'avoue, je ne suis pas fumeur du tout, donc voilà, c'est pour ça. Elle tire une bouffée de sa pipe, she puffs on her pipe, elle reprend son récit, and resumes her narrative, avec juste une petite parenthèse. Le verbe resume en anglais est un faux ami, ça veut dire reprendre, et donc résumer en français ça se dit sum up en anglais. And resumes her tale, resumes her narrative. Les phrases remontent dans sa gorge en chapelets de grosses bulles. The sentences flow up to her throat, peut-être, flow upwards to her throat, en chapelet de grosses bulles. Alors le problème ici, c'est l'image du chapelet, je ne sais plus comment on dit ça, rosary je crois. Alors j'ai jamais trop su en français la différence entre un chapelet et un rosaire,
Et comme toujours, c'est de l'improvisation, donc je ne regarde pas dans un dictionnaire de langue française. In a rosary of huge bubbles. Bon, je vais garder ça comme ça. Mais il y a une différence, il me semble-t-il, entre le rosaire et le chapelet. Bon. Je disais que j'étais pas fumeur, je ne suis pas non plus catholique, donc je ne suis pas assez croyant non plus, il faut croire. Longtemps après le massacre, Grisha était restée muette. A long time after the massacre, after the bloodshed, after the slaughter, peut-être. A long time after the slaughter, Grisha had remained silent. Elle avait continué à soigner les enfants de l'orphelinat. She had gone on curing the children of the orphanage, mais toute trace de joie avait disparu de son visage, devenu aussi immobile qu'une statue. Alors là, toute trace de joie avait disparu de son visage, devenu aussi immobile qu'une statue. Là, j'ai envie un petit peu comme ça, sans réfléchir, ou en réfléchissant à peine, de faire une modulation syntaxique et de faire de son visage le sujet. Son visage avait perdu toute trace de joie en quelque sorte, mais le problème c'est comment traduire et comment conserver sans totalement tournebouler la phrase le devenu aussi immobile qu'une statue, peut-être en faisant des propositions coordonnées. Her face had lost all trace of joy and had become as, alors aussi immobile qu'une statue, had become as still as a statue. Je pense qu'ici, ça serait, c'est stillness. En anglais, still life, c'est la nature morte. Donc still, il y a cette idée d'immobilité avant de signifier la quiétude ou l'absence de bruit. Les petits avaient beau la caresser, monter dans ses bras, lui chanter des berceuses. Son regard conservait la même fixité, plongé dans cette enclave du temps où l'horreur avait glacé ses traits. C'est là que je me dis que j'aurais dû m'arrêter là, parce que cette phrase, waouh, c'est bien écrit d'ailleurs, mais enfin voilà, c'est difficile ici à improviser. Les petits avaient beau la caresser, monter dans ses bras, lui chanter des berceuses. Déjà le avoir beau, c'est cette expression, ce gallicisme, cette expression typiquement française. Bon, une solution, on va dire, rapide pour se débarrasser du problème, ça serait de le traduire par une proposition de concession, d'opposition, hein, although, mais c'est pas exactement la même idée, avoir beau, les petits avaient beau, no matter peut-être, no matter how much the little ones, alors la caresser, stroked, petted her, cajoled, peut-être cajoled her, no matter how much the little ones cajoled her, coaxed her, monter dans ses bras, got up into her arms, je sais pas trop si on dirait ça comme ça, c'est un peu bizarre, monter dans les bras, c'est même en français d'ailleurs, c'est assez curieux de le formuler comme ça, lui chanter des berceuses, no matter how many lullabies they sang to her, son regard conservait la même fixité, her gaze remained at a standstill or remained as still, plongé dans cette enclave du temps où l'horreur avait glacé ses traits, deep down into that space and time, je sais pas, cette enclave du temps, comment on dirait, that spot in time, je sais pas très bien, enclave doit exister mais ne veut pas dire la même chose, à mon avis, ça va être un terme plus géologique, cette enclave du temps, that breach in time, je sais pas, il faudrait une idée de quelque chose de très ponctuel, plongé dans cette enclave du temps, deep down in that place in time where horror or terror had frozen her traits. Voilà, je vais m'arrêter là, on est un petit peu en dessous des 10 minutes, donc c'est bien. C'était le 146 et j'ai improvisé sur une page d'un roman, je ne me rappelais plus bien le contexte, enfin on y arrive quand même plus ou moins. Voilà, à la prochaine.